Je peux prendre la main si tu veux, Fatima, ou tu veux que ce soit toi, comme tu veux. Ah non, non, vas-y Pierre, je t'en prie. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Carole, d'être parmi nous ce soir, d'avoir accepté cette invitation. C'est une très bonne idée de la part de Fatima, qui s'était dit, bon, on a parlé de pas mal de sujets, mais peut-être pas forcément de la question de la parentalité et l'accompagnement de la parentalité pour les francophones aux Pays-Bas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette réunion ce soir. Alors, la réunion va durer comme d'habitude un peu moins d'une heure. Donc, ça va être effectivement très libre. On a évoqué tout à l'heure avec Carole l'organisation de cette rencontre. Et là, j'avais le document sous les yeux que je n'ai plus. Et c'était très... Alors, je suis désolé. Là. Deux choses. Donc, d'une part, c'était voilà, la question des spécificités de l'accompagnement à la parentalité aux Pays-Bas, sans porter de jugement, avec voilà, la question de la grossesse, l'accouchement, Kramzorg, et puis quelle forme de soutien complémentaire une plateforme peut apporter aux jeunes et aux futurs parents. Et donc là, tu pourras intervenir aussi sur cette question-là. Donc, tu as la parole. C'est toi qui es maître de ton... voilà, de tout. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pensé à nous pour cet échange. Moi, je suis vraiment ravie d'être là avec vous ce soir. Comme je disais tout à l'heure, alors je devais être avec Maude, qui est mon associée, qui malheureusement ne peut pas nous rejoindre pour des soucis de santé de dernière minute, mais qui est vraiment... Elle est en train d'accoucher ou bien Non, elle a une intoxication alimentaire assez sévère. Donc, du coup, vraiment pas à l'aise pour parler en public ce soir. Mais bon, voilà, elle vous présente vraiment ses excuses. Je vais peut-être commencer par me présenter en 2 mots. Donc, moi, je suis française installée aux Pays-Bas depuis 6 ans. J'ai fait un parcours d'école de commerce classique en France et en Allemagne. Et puis, j'ai surtout travaillé dans le secteur du tourisme. Notamment à Paris et puis ensuite à New York où je me suis expatriée avec mon mari et où j'ai eu un petit garçon. Et puis ensuite, on a décidé de revenir en Europe, en partie pour se rapprocher de la famille. Et donc, on a atterri aux Pays-Bas où on est donc du coup en ce moment à Amsterdam depuis 6 ans déjà. Et donc du coup, moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'accompagnement à la bonsoir Michel, je vous avais pas vu. De l'accompagnement à la parentalité, parce que justement, on a lancé une plateforme que je ne nommerai pas, mais qui est justement dédiée à l'accompagnement et au bien-être des futurs et des jeunes parents aux Pays-Bas. Donc, en fait, c'est une plateforme qui leur permet de trouver un soutien complémentaire au suivi qui est assuré par les sages-femmes et par le système médical traditionnel. Et donc, qui les met en contact avec des professionnels spécialisés comme des doulas, des conseillères en lactation, des coachs du sommeil, des profs de yoga prénatal, des nutritionnistes. En fait, voilà, tout un panel de professionnels qui sont vraiment spécialisés sur ces thématiques-là et avec lesquels ils peuvent réserver des rendez-vous, donc soit en personne, soit en visio, pour se sentir mieux accompagnés, mieux préparés pour cette grande aventure de la parentalité. Donc, oui. Et pour peut-être définir la notion de parentalité, ça va de la grossesse Absolument. à l'accouchement jusqu'à quel âge? Alors, la parentalité, en fait, la parentalité, c'est jusqu'à la majorité des enfants. Nous, on se concentre particulièrement, en fait, alors, on prend aussi en compte la phase de préconception pour les futurs parents qui ont un désir d'enfant et qui souhaitent justement trouver une aide pour optimiser les conditions pour tomber enceinte et booster leur fertilité. Donc, nous, notre plateforme, elle va de la préconception jusqu'à... Aujourd'hui, elle va jusqu'aux premières années de parentalité, en fait. Et puis après, peut-être qu'on étendra un petit peu le scope des services qui sont offerts. Et vous avez dû voir peut-être la différence entre peut-être la grossesse ou le fait d'avoir un enfant aux Pays-Bas et à New York, par exemple.
Et Oui, alors, qu'est-ce qui vous a marqué en arrivant voilà, aux Pays-Bas en disant ah oui, ça c'est sans forcément comparer avec la France, mais en disant ah oui, ça je connaissais pas, ou c'est quelque chose qui est pas mal qui existe aux Pays-Bas, ou quelque chose qui manque. Voilà. Si c'était un rapport d'étonnement, ce serait lequel? alors, il y a plusieurs points qui m'ont particulièrement étonnée parce que les Pays-Bas, ils ont un système qui leur est vraiment particulier et qui n'est pas comparable à d'autres pays qu'on connaît en Europe. Alors, il y a une première grande particularité, c'est qu'aux Pays-Bas, la grossesse est suivie par une sage-femme. Donc, en fait, quand on tombe enceinte, quand la grossesse est confirmée, on s'inscrit auprès d'un cabinet de sage-femme. Et donc, ce sont ces sages-femmes qui vont assurer le suivi de la grossesse. Donc, ils vont vérifier que tout se passe bien, que la maman se porte bien, que le bébé se porte bien. Donc, elles écoutent par exemple les battements du cœur du bébé avec un Doppler. Mais alors, aux Pays-Bas, alors par exemple, comparé aux États-Unis, la grossesse, c'est un acte naturel. Alors, c'est pas du tout un acte médical, on n'est pas malade, tout va bien, on est juste en train de vivre la plus belle expérience, l'une des plus belles expériences de sa vie. Donc, en fait, tout se passe naturellement, on n'est pas du tout dans une dynamique de prévention. Les sages-femmes sont là pour rassurer les mamans, s'assurer que tout se passe bien. Évidemment, s'il y a des soucis, les mamans et les jeunes parents sont redirigés vers le système médical. Mais en l'occurrence, par exemple, on ne se pèse pas à tous les rendez-vous, on fait moins de tests en France, on fait moins d'échographies. Voilà, tout va bien. Tout va bien, on est plus là pour rassurer la maman que voilà, pour l'inquiéter sur des choses qui ne se passeront peut-être jamais. Par exemple, on ne fait pas de tests sur la toxoplasmose ou les tests du diabète gestationnel. Enfin, c'est des choses un peu particulières, mais qu'on fait systématiquement, par exemple, aux États-Unis ou qu'on propose en France. Ici, il faut le demander. Et par exemple, le choix de la sage-femme, quand, je sais pas, moi, une Française arrive aux Pays-Bas, c'est comme compliqué de trouver quand même déjà son médecin généraliste et une sage-femme. Oui. Alors heureusement, il existe des groupes, par exemple, sur Facebook, sur lesquels on peut échanger entre Français pour obtenir des recommandations. Il y a beaucoup de cabinets de sages-femmes. Il y a aussi des cabinets de sages-femmes qui sont spécialisés dans l'accompagnement des expatriés, donc voilà, qui sont plus habitués et qui justement parfois proposent plus de services que les cabinets de sages-femmes traditionnels néerlandais. En général, le cabinet de sage-femme, c'est quelque chose qu'on choisit dans son quartier. Donc, le choix est quand même assez limité. Voilà. Mais il y en a partout. Donc, après, on peut toujours demander des avis dans ses connaissances du quartier pour savoir si c'est un bon choix pour soi. Mais oui, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, moi, en l'occurrence, j'avais choisi un cabinet de sage-femme de mon quartier, mais qui était spécialisé dans le suivi des expatriés, donc qui parlait anglais. Et l'une des raisons aussi de ce choix, c'est qu'ils avaient sur place le matériel pour faire les échographies, parce que sinon, les échographies, ça se passe ailleurs, à l'hôpital. Donc, c'était quand même assez pratique, je trouvais. Est-ce qu'il y a déjà des questions de l'Assemblée de Marie-Christine, de Claire? Bonsoir Claire, Thomas, Fatima, Iné. Oui, je suis un peu étonnée que vous disiez qu'il n'y ait pas de soins ou de précautions. Moi, j'ai trouvé que les grossesses ces derniers temps étaient beaucoup plus suivies, beaucoup plus surveillées, avec énormément d'interdictions pour les mamans sur ce qu'il ne faut pas manger, sur ce à quoi il faut… Enfin, incroyable, c'est-à-dire que si on va au restaurant, il faut tout de suite demander s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela, etc. Je trouvais ça assez terrorisant, enfin, dans les grossesses de ma belle-fille. Alors, oui, c'est tout à fait ça. Ça peut être très angoissant. Alors, moi, mon expérience personnelle et l'expérience, par exemple, de mes amis, ça a été vraiment que les sages-femmes, c'est pas qu'elles nous disent le minimum, mais voilà, elles ne nous font pas peur avec des choses qui peuvent nous angoisser ou voilà, avec un aspect un peu anxiogène, en fait. Moi, même ma sage-femme, enfin mes sages-femmes, parce que dans le cabinet, j'en ai vu plusieurs, voilà, elles m'ont donné quelques recommandations sur l'alimentation. Voilà, vraiment, ça a été
très simple et très naturel, sans vraiment d'injonction de, par exemple, de ne pas faire de sport, d'arrêter le sport tout de suite, ou alors j'ai pas vraiment d'exemple particulier en tête parce que ça fait déjà un moment, ça fait presque 5 ans, donc je me souviens plus de tout. Mais je me souviens que le suivi était très bienveillant en fait. Et par rapport aux États-Unis? Et par rapport aux États-Unis, alors oui, c'était complètement différent parce que les États-Unis, c'était ultra médicalisé. Alors, je pense que c'est peut-être une opinion personnelle, mais je pense qu'ils ont aussi tellement peur d'avoir des procès et d'avoir des problèmes que voilà, ils sont surprécautionneux dans le suivi des grossesses et voilà, ils préfèrent faire tous les tests et s'assurer que tout va bien pour qu'il n'y ait pas de problème et pour ne pas peut-être qu'on se retourne contre eux. C'est pas du tout, je trouve que c'est une approche vraiment différente en fait. Donc, il y a cette première étape avec la sage-femme. Exactement. Et les étapes suivantes? Alors ça, c'est la première grande particularité. Ensuite, donc, la sage-femme, elle s'occupe du suivi de grossesse et puis elle aide aussi la maman à définir son projet de naissance. Donc en fait, c'est la maman choisit eh bien, comment elle aimerait accoucher, dans quelle position, dans quel hôpital elle aimerait accoucher, en présence de qui et dans quelles conditions. Et puis ensuite, par exemple, dans quelles conditions je dis ce qu'elle aimerait manger, si elle veut de la lumière, si on veut qu'on l'interrompe avec des tests, des choses de ce genre. Par exemple, moi, je ne voulais pas du tout qu'on vienne tout le temps prendre mon pouls, ma tension, et que je ne voulais pas avoir une ceinture pour écouter le battement du cœur du bébé en permanence. Je voulais vraiment que ce soit être au calme et tranquille et vivre mon travail tranquille. Donc ça, c'est un premier choix. Et ensuite, donc, on choisit où on accouche. Et puis le jour J, donc on appelle sa sage-femme quand le travail est vraiment bien engagé. On appelle sa sage-femme et la sage-femme donc contacte les hôpitaux et c'est vraiment en fonction des disponibilités du moment qu'on sait dans quel hôpital on va être redirigé si on décide d'aller à l'hôpital. Parce que là encore, il y a une autre particularité, c'est qu'aux Pays-Bas, on peut accoucher à la maison. Alors voilà, ça paraît un peu, je pense, dans certains pays, on se dirait ah non, on accouche à l'hôpital, forcément. Ici, on peut accoucher à la maison. Alors quand on est enceinte et qu'on contacte son assurance pour leur dire qu'on est enceinte, et bien quelques jours plus tard, on reçoit le fameux Cram Packet, qui est un gros colis dans lequel on a des couvertures pour protéger le matelas si on accouche à la maison. En fait, on a tout le nécessaire pour pouvoir être préparé si on décide d'accoucher à la maison. Voilà. Et puis, donc si la grossesse s'est bien passée, qu'il n'y a pas de risque, qu'il n'y a pas d'antécédents médicaux, eh bien, on peut très bien accoucher à la maison et c'est la sage-femme qui s'occupe de l'accouchement. Et puis, on peut choisir sinon d'accoucher à l'hôpital. Alors, il y a de plus en plus de gens qui choisissent l'hôpital, évidemment, parce qu'on peut avoir la péridurale et que la péridurale, on ne peut l'avoir qu'à l'hôpital. Mais voilà, il y a un point important qu'il faut savoir quand on accouche à l'hôpital, c'est que si tout se passe bien, on peut très rapidement être renvoyé à la maison. C'est-à-dire qu'au bout de 3 heures, on peut vous dire tout va bien, le bébé va bien, vous allez bien, vous pouvez rentrer chez vous. Et ça peut se faire au milieu de la nuit. Moi, j'ai une amie qui a été renvoyée chez elle à 2 heures du matin. Donc, ça peut paraître un peu abrupt, en fait, un peu raide. Mais là, il y a encore une troisième particularité aux Pays-Bas, c'est que il y a les fameuses kraamzorg, les kraamverzorgende, si on dit le vrai terme. Et ça, c'est vraiment unique aux Pays-Bas et je pense qu'il y a beaucoup de mamans dans d'autres pays qui nous l'envient. La kraamzorg, en fait, c'est à mi-chemin entre une sage-femme et une auxiliaire de puériculture, je dirais. Donc, c'est quelqu'un qui vient chez vous donc, dans les heures qui suivent l'accouchement et qui, en fait, prend le relais du suivi que vous avez eu à l'hôpital. Elle vient chez vous, elle s'assure que la maman et le bébé vont bien. Elles aident aussi les nouveaux parents à s'approprier leur nouvel environnement avec le bébé et à prendre les gestes importants, par exemple pour l'allaitement, pour le bain, pour ce genre de choses. Et puis, elles peuvent aussi aider sur des tâches ménagères légères. Par exemple, elles peuvent préparer des repas pour la maman, elles peuvent faire des lessives, un peu de ménage, nettoyer les sanitaires, etc. Et puis aussi, parfois, aider
aider les parents s'il y a d'autres enfants dans la maison. Et ça dure combien de temps? Alors ça dure entre 8 et 10 jours. Donc, c'est en journée, hein, évidemment, en journée, entre 6 et 7 heures en journée. C'est quelque chose qui, en général, est pris en charge par les assurances. Bon, c'est à vérifier le nombre d'heures en fonction de l'assurance, bien sûr. Mais voilà, c'est quelque chose qui est, en général, offert à toutes les mamans qui ont accouché aux Pays-Bas. Et c'est vraiment super, c'est comme une petite fée, en fait. Et j'imagine que c'est une question qu'on vous pose aussi peut-être pas mal. Si jamais la grossesse se passe mal, le fait d'aller en français, on ne sait pas forcément, voilà, l'image qu'on a du système médical néerlandais, c'est un peu quand on va vraiment pas bien, on est bien suivi chez le médecin, mais il faut vraiment que ça aille pas bien. Est-ce qu'il y a cet accompagnement-là qui se fait facilement ou en cas de complication? Oui. Absolument. Alors, quand je dis que le système néerlandais fait plutôt la part belle au naturel, un suivi plutôt naturel, etc. En revanche, tout est très pris au sérieux. C'est un processus qui est pris très au sérieux, au moindre doute, au moindre risque, bien sûr. Les sages-femmes font appel aux médecins, aux obstétriciens. Et puis, bien sûr, s'il y a le moindre problème au moment du travail ou de l'accouchement, que vous êtes à la maison, vous êtes rapatrié d'urgence à l'hôpital en ambulance, oui. Oui. Alors, j'ai oublié de préciser, mais aux Pays-Bas, on a la chance, enfin en tout cas à Amsterdam, on a la chance d'avoir 2 Kramzorg qui sont francophones, qui sont Delphine Petit et Nathalie Bartoulot. Donc voilà, pour les Françaises qui sont qui cherchent une Kramzorg à Amsterdam, ces 2 professionnels-là sont disponibles, mais elles sont très demandées. Il y avait un interview de Delphine Petit, justement, dans Francine à vélo. Oui, absolument. Oui, une très belle interview. Où elle explique comment elle a fait ça. Tout à fait. C'est un très beau métier. Hein. C'est un très beau métier. Mais est-ce que c'est correctement payé? Alors, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Alors, quel est votre apport, en fait, dans tout ça? Alors, nous, notre apport dans tout ça, donc vous avez le suivi traditionnel qui est assuré par la sage-femme et par le système médical traditionnel. Et nous, en fait, on permet aux futurs et aux jeunes parents de se connecter avec des professionnels qui peuvent leur apporter un soutien complémentaire, en fait, un soutien d'abord d'une part qui est naturel et dans une approche un peu plus holistique et globale. Donc, en fait, la sage-femme, elle va s'assurer que tout va bien. Et les professionnels, par exemple, qui sont sur notre plateforme, ils vont vous aider, les nouveaux parents, à mieux se préparer, à mieux se sentir. Par exemple, s'ils ont des problèmes de dos ou des problèmes de nausées pour les femmes enceintes ou qu'ils souhaitent, par exemple, avoir des conseils de nutritionnistes pendant la grossesse ou réserver des massages prénataux. Voilà, en fait, en général, ce sont des prestataires de services qui sont très spécialisés ou des thérapeutes qui sont spécialisés dans le suivi, dans l'accompagnement des femmes enceintes ou des jeunes parents et qui viennent vraiment apporter une aide complémentaire, en fait. Je dirais que la sage-femme, c'est le minimum, mais si voilà, on souhaite être davantage accompagné et qu'on a besoin d'une aide supplémentaire pour se sentir mieux et pour pouvoir se sentir accompagné dans sa parentalité, on peut aller sur la plateforme et justement faire appel à ces professionnels. Et nous, justement, alors Maud et moi, pour parler un tout petit peu de la jeunesse du projet, on est toutes les 2 mamans. Moi, j'ai 2 enfants, Maud, elle en a 3. On parlait de nos grossesses et puis de nos premières années de jeunes mamans, et où on s'est rendu compte qu'en fait, comme 95% des jeunes parents pendant la grossesse, on rencontre quand même des petits soucis, hein, des petits maux. On n'a pas forcément envie de se tourner vers une solution médicale, mais on ne sait pas non plus à qui s'adresser ou comment trouver le bon professionnel. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ces professionnels, ils ne sont pas forcément visibles.
ils n'ont pas forcément un site internet, ils n'ont pas forcément le temps de communiquer pour promouvoir leurs services ou pour rencontrer, voilà, pour se faire connaître auprès des nouveaux parents. Donc, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a trouvé le soutien qu'on cherchait, ça a vraiment fait une différence. Et on s'est dit avec Maud, mais c'est tellement important que des futurs parents ou des jeunes parents dans cette phase de leur vie qui est tellement, voilà, je dirais pas compliquée, mais c'est beaucoup de changements, on se sent parfois seul. C'est important qu'ils sachent qu'il existe tous ces professionnels qui peuvent les aider parce que ça peut leur permettre de se sentir moins seuls. Et a fortiori, si on est expatrié, alors là, voilà, on est dans un pays, on est peut-être loin de sa famille, loin de ses amis, on est face à un système qu'on ne connaît pas forcément. Et avec la barrière de la langue, évidemment, donc c'est vraiment pas évident. Vous faites en fait un travail de médiation puisque vous apportez des oui. savoirs que vous avez et que les autres cherchent sans savoir où chercher. Exactement. L'idée de la plateforme, c'est à la fois d'apporter de l'information aux parents pour qu'ils puissent eux-mêmes identifier le type de soutien dont ils ont besoin et ensuite de faciliter la rencontre en fait entre le parent et le professionnel parce que voilà, sur la plateforme, ils peuvent voir le catalogue des services et puis ensuite, ils peuvent très facilement contacter le professionnel pour réserver. Donc, ça évite par exemple de naviguer d'un site internet à un autre, de devoir appeler pour avoir plus de renseignements. Voilà, ça facilite le processus. On est un peu entremetteuse en fait, Oui, c'est ça. C'est le concept de la marketplace, en fait, de la plateforme. C'est vraiment de mettre en relation connexion l'offre et la demande. Absolument. Et en plus, je trouve que le système médical français, peut-être même européen, n'est pas tant digitalisé que ça. Il a commencé à l'être en France via Doctolib, qui maintenant prend une ampleur dingue avec la vaccination contre le Covid. Mais je trouve que c'est un milieu qui a été très peu digitalisé et qui fonctionnait au bouche à oreille. Donc, je ne sais pas si ça aussi, ça fait partie de votre réflexion, de digitaliser ça, centraliser les informations, noter éventuellement. Tout à fait. Oui, exactement. Ouais, alors ça fait partie des spécificités de la plateforme, c'est qu'effectivement, quand un parent réserve un service sur Parentali, il peut laisser un avis. Alors, il ne s'agit pas de dire si la personne est bien ou pas, mais de partager un peu son expérience pour que les parents qui envisagent, par exemple, de contacter le professionnel puissent décider si effectivement ça va être la bonne personne pour eux. Et puis, il y a un autre point, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est qu'aujourd'hui, quand on peut réserver quelque chose en ligne, quand on n'a pas besoin d'appeler, quand c'est facile, on est beaucoup plus prompt et beaucoup plus voilà, on a plus envie de réserver, c'est beaucoup plus facile en fait, que plutôt la barrière de devoir prendre son téléphone ou envoyer un message, etc. Et bon, ça c'est une vraie statistique en fait, hein, et c'est pour ça justement qu'on voit l'ampleur du développement de ces plateformes comme Doctolib ou Médoucine en France. Oui, tout à fait. Fatima, est-ce que tu avais peut-être une remarque, une question? Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Je me dis, mais en fait, le modèle néerlandais, il est formidable, et en France, il est peut-être moins naturel. Et est-ce que vous ne vous dites pas, peut-être du côté de la France, il y a peut-être un travail à faire. Bon, c'est peut-être pas forcément l'enjeu premier enjeu de votre plateforme, mais bon, on se dit quand même, les Pays-Bas, dans le domaine de la parentalité, c'est un petit peu un exemple qui pourrait s'aimer ailleurs, notamment peut-être pas aux États-Unis, parce que je pense que c'est un autre extrême, mais disons qu'il y a peut-être des choses bonnes à prendre en considération. Ah oui, absolument. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Notamment le concept de la Kramzorg, c'est quelque chose que tout nouveau parent gagnerait à avoir avec lui parce que bon, quand un accouchement se passe bien, il y a pas vraiment grand-chose qui justifie que l'on reste à l'hôpital pendant plusieurs jours et c'est tellement plus utile d'avoir quelqu'un à domicile qui vous explique les bons gestes dans votre propre environnement qu'à l'hôpital parce que quand on rentre de l'hôpital et qu'on est seul, on est vraiment démuni. Après, je pense que ce sont quand même deux systèmes qui sont complètement différents parce qu'en France,
Voilà, il y a la sécurité sociale, c'est médicalisé parce que c'est pris en charge. Et voilà, alors qu'aux Pays-Bas, ce sont des assurances privées. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de médicaliser le moins possible. Je pense que c'est l'une des raisons. Mais c'est sûr qu'il y a des choses à prendre d'un côté et de l'autre. Et puis, au niveau de l'accompagnement complémentaire pour les parents, il y a un vrai travail de sensibilisation sur ces nouveaux. Ce ne sont pas des nouveaux métiers. En réalité, on commence de plus en plus à en parler. Il y a de plus en plus de plateformes, de comptes sur les réseaux sociaux, de podcasts qui se créent sur cette thématique-là de l'accompagnement, de la parentalité, du bien-être des femmes pendant la grossesse, mais aussi en phase de postpartum. Donc, il y a quand même un vrai mouvement aujourd'hui. C'est un sujet qui devient de plus en plus important et je pense que c'est un sujet qui va gagner de l'ampleur ces prochaines années. Et c'est important. En tout cas, c'est très important. Enfin, à mon avis. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est général sur les Pays-Bas, c'est que tout le monde est concerné. Alors qu'en France, il existe d'autres façons de préparer un accouchement, etc. Enfin, il y avait la clinique de Frédéric Le Boyer qui proposait un accouchement dans l'eau, etc., avec, dans la pénombre, sans bruit, ou avec une petite musique, etc. Donc, il y a des tas de choses qui existent, mais qui sont exceptionnelles d'une certaine façon. Hein. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce qui serait intéressant, c'est ça, ce serait peut-être une vision, Je vois que une Claire vision belge avec Claire. Ouais. Bonsoir Claire. Bonsoir. Attendez, j'essaye quand même de ne pas rester anonyme. Voilà. Bonsoir. Je vous écoute de Belgique, où j'ai eu 2 enfants aussi, donc dans un système un petit peu différent. Alors, je n'ai pas vraiment de questions, c'est plus peut-être, c'est une déformation professionnelle, mais une comparaison avec ce pays où en fait on est un petit peu sur un modèle un peu médian entre, disons, la France et les Pays-Bas. Alors évidemment, on a aussi un système où tout est remboursé, ou quasi. Mais en fait, c'est en termes d'approche, les professionnels de santé ont des comment dire, des responsabilités ou je sais pas, des possibilités un peu différentes. C'est-à-dire qu'en Belgique, on peut accoucher accompagné d'un kiné. Moi, par exemple, ma prépa à l'accouchement, j'ai fait ça avec un groupement de kinés qui m'a fait faire de la sophrologie, etc. Et j'ai la possibilité, alors moyennant paiement évidemment, de faire, alors ce qui là n'est pas remboursé, de faire venir une des kinés qui m'avait suivie le jour de mon accouchement. Et j'avais été un peu surprise à deux égards. Les sages-femmes ont beaucoup moins de prérogatives qu'en France. En France, on a de plus en plus on a impliqué de plus en plus les sages-femmes. Vous pouvez accoucher seule avec une sage-femme, par exemple. En Belgique, en tout cas moi, ma gynéco m'a assuré sa présence le jour de mes accouchements. Parce que ça, en France, vous pouvez toujours courir pour être sûr que votre gynéco sera là le jour de votre accouchement. C'est vraiment un coup de bol. Il est de garde ce soir-là. Alors que moi, elle ne part pas en vacances tant que toute sa patientèle n'a pas délivré ce qu'elle avait à délivrer. Et donc, voilà, c'est un peu une approche un petit peu différente. Après, pour tout ce qui est accouchement dans l'eau, etc., ça, c'est évidemment en fonction de ce qu'offre chaque clinique. Hein. Alors, ça se fait évidemment plus dans le privé, mais ça arrive de plus en plus dans le public. Et il y a, je ne sais pas si c'est l'équivalent de ce dont vous avez parlé, mais il y a de plus en plus de doula. Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, si tu veux, c'est entre la sage-femme et, enfin, elle a à peu près le rôle d'une sage-femme, mais avec une méthode un peu plus holistique, un peu plus large. Enfin, je sais pas, Carole, vous en savez probablement plus que moi, mais c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui t'accompagne pour ton accouchement, en règle générale plutôt à la maison, mais qui peut aussi se déplacer en clinique et qui a c'est une approche un peu de soins et physique et psychologique. Mais c'est pas un métier médicalement reconnu, si tu veux. Et qu'est-ce que c'est que c'est exactement ça. Ça veut dire quoi? DOULA, ça veut dire quoi? Alors ça, en revanche, je ne sais pas. Étymologiquement, je ne sais pas. Il faudrait que je cherche. Je sais pas d'où ça vient.
Il me semble, j'avais lu un truc, je me demande si c'est pas indien, mais je chercherai si tu veux parce que ça m'intéresse aussi. Mais ça c'est un métier qui se développe de plus en plus et tu peux en trouver en Belgique. En France Ouais. aussi, très probablement. En Mais France aussi, ouais. Ouais. En France, aux États-Unis aussi, d'ailleurs, c'est assez populaire, c'est de plus en plus populaire. Et aux Pays-Bas, il y en a beaucoup. Il y a des associations de doulas, justement. On en a sur la plateforme. Et effectivement, c'est comme vous disiez, Claire, c'est vraiment pour apporter un suivi à la fois physique et émotionnel. Donc, c'est souvent des rencontres, ça s'organise autour de rencontres avant la grossesse. Donc, pour discuter, voilà, de ce que souhaite la future maman, et puis un accompagnement aussi pendant l'accouchement. Alors aux Pays-Bas, on peut aussi demander à ce que la doula soit là dans la salle d'accouchement pour accompagner la maman. Et la doula, elle a aussi un rôle pendant l'accouchement parce que c'est la personne qui va essayer de faire en sorte que les souhaits de la maman soient respectés, donc les souhaits de son projet de naissance, par exemple. Souvent pendant l'accouchement, ben voilà, on est tout à son accouchement, voilà, c'est très intense pour la maman et ben voilà, elle va pas forcément repenser à son projet de naissance et à essayer d'essayer de dire aux professionnels ce qu'elle veut, de leur rappeler ce qu'elle veut. Et donc la doula, elle est là justement pour essayer de faire un lien aussi avec la personne qui accouche la maman. Et elle peut aussi intervenir en postnatal pour voilà, pendant le postpartum. Ça s'inscrit aussi, ce que vous venez de dire, Carole, ça s'inscrit aussi dans une tendance, je pense au projet de naissance, mais il y a eu quand même une grosse campagne de sensibilisation sur les violences gynécologiques, Oui. Et notamment au moment, parce que ça Tout se réalise aussi souvent au moment des accouchements. Alors, sans tomber dans un extrême, parce qu'après, il y a toujours des ayatollahs, des trucs. Voilà, après, ah non, mais c'est vrai, hein, il faut faire. Enfin, moi, j'aime bien. Je suis très centriste des formations, mais j'aime bien dans tout ce que je fais, dans ce que je lis. Mais à un moment donné, il y a eu même très récemment une grosse campagne de sensibilisation là-dessus. Et ça, c'est des choses où moi, j'ai l'impression, en tout cas, dans mon entourage, etc., qu'on est de plus en plus à l'écoute et qu'on a de moins en moins de réflexions qu'on pouvait avoir un peu violentes qu'ont eu les cousines, par exemple, plus âgées, qui ont vécu pour certaines des accouchements ahurissants, enfin, des choses violentes, vraiment. Ouais. Qu'on n'aimait pas entendre, genre j'ai mal, oui, bah écoutez, hein, vous êtes pas la première à accoucher, vous vous en remettrez, enfin des trucs un peu. Bon, bah, ok. Évidemment, qui était très souvent de la part d'hommes qui n'auront jamais la moindre idée de ce que ça peut représenter. Et là, justement, on parle de la maman. C'est vrai que c'est elle qui accouche, mais il y a deux futurs papas ou potentiellement papas en ligne. Et Thomas. quelle est leur place là? Thomas a une annonce à faire. Il reste 100 voix du coup. Est-ce que la parentalie ou parentélie, je ne sais pas comment vous dites, mais c'est effectivement un papa et une maman. Donc, oui, ça s'adresse aux deux. Alors effectivement, pendant la grossesse et l'accouchement, bon, les services des professionnels sont plutôt orientés vers la maman parce que c'est elle qui va vraiment vivre l'expérience. Mais après, sur la plateforme, il y a aussi, notamment en postpartum, des professionnels qui peuvent aider, par exemple, sur des problèmes de sommeil pendant la nuit, le sommeil de l'enfant, ou sur voilà, des problèmes de communication dans la famille. Donc, on a aussi des coachs de famille ou des coachs qui viennent aussi aider les parents voilà, à mieux être voilà, dans leur nouvelle organisation avec leurs enfants. Donc, évidemment, le papa est tout aussi important et a tout aussi besoin d'aide. Ce qui serait intéressant, c'est que alors, soit Thomas et Mathieu peuvent réagir, soit des personnes qui sont néerlandaises et qui nous écoutent, je pense à Iné notamment. Si vous avez des témoignages, ça peut être extrêmement intéressant, donc n'hésitez pas à réagir. Ouais, non, bah dans mon cas, je vais mettre la vidéo aussi, ça marche.
Oui. Je suis un Vas-y, jeune vas-y. papa, donc j'ai une petite fille de 1 an et demi, et ma femme est néerlandaise, donc j'ai vécu un peu tout ça. Et j'ai l'impression quand même que les services que vous proposez, c'est quand même plutôt dirigé pour des expats quand même. Enfin, donc on était à Utrecht quand ma femme a accouché, et via comment ça s'appelle? Le bureau de la La sage-femme pour le suivi de la maternité, ouais, grossesse. ouais. On avait pas mal d'invitations pour euh, Pour des Préparation. de rencontres. préparation avec des professionnels sur différents types de choses, sur l'accouchement en lui-même, sur l'allaitement, etc. Et, ouais. On a eu des possibilités à Utrecht. Il y a une adresse aussi pour les couches lavables. Mm. Donc ça, ils nous proposent le service, ils nous montrent comment c'est, donc si on veut choisir ça ou pas. Non, mais je trouvais plutôt bien suivi, mais c'est vrai que oui, quand la barrière de la langue n'est pas un problème, c'est peut-être plus simple. Oui, alors en fait, c'est assez inégal parce que ça dépend aussi du cabinet de sage-femme par lequel vous êtes suivi. Autant Ouais. il y a des cabinets qui sont bien connectés et qui vont être en mesure de vous recommander des professionnels qui vont pouvoir qui va vous apporter l'aide complémentaire dont vous avez besoin. Il y a d'autres cabinets de sage-femme qui justement ne connaissent pas ou qui en connaissent très peu. Et donc, du coup, c'est pas mal de pouvoir savoir qu'on a le choix et de pouvoir voilà, regarder une plateforme où il y a différents professionnels disponibles. Et il y avait un autre point que je voulais évoquer, mais alors ça y est, ça m'a échappé. Sur la Ça me localisation, je reviendra. pense que le premier point de Oui. Mathieu, c'était c'est très centré expat Expat Alors, et Amsterdam. Oui, et oui. Amsterdam. oui, alors pour l'instant, on est vraiment en phase de lancement. On vient de lancer il y a quelques semaines, donc on commence Ok. petit. On se concentre sur notre premier cercle qui est Amsterdam et qui est anglophone, puisque Maud et moi, nous sommes françaises et on parle néerlandais, mais pas très bien. Mais l'idée, c'est ensuite effectivement de s'étendre au niveau national et en néerlandais aussi, parce que l'aide, voilà, ce type d'aide, il peut être utile à tous les parents, à tous les types de parents. Et j'ai l'impression que finalement, l'accompagnement, il est surtout individualisé. Il n'y a pas de Oui. choses qui peuvent être faites avec d'autres parents dans la même situation. Voilà. Alors, ça dépend du type de service. C'est vrai que, par exemple, si vous avez envie de consulter une homéopathe ou réserver un message prénatal, évidemment, bon, c'est une consultation individuelle. Après, il y a des professionnels qui, par exemple, pour les cours de préparation à l'accouchement, qui proposent des cours en groupe avec différents parents. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir proposer aux parents une aide qui colle parfaitement à ses besoins, en fait, en fonction de sa situation personnelle. Et est-ce qu'avec la Covid, parce qu'en France, on parlait voilà, de femmes qui malheureusement avaient dû accoucher avec un masque, etc. Et donc, c'est très, enfin, psychologiquement, j'imagine que c'est très lourd. Mm. Et est-ce que ces débats-là existent toujours aux Pays-Bas ou comme c'est à la maison, bon, bah, ça se fait de manière peut-être un peu différente? Alors, les Ou c'est une accouchements colle que je vous pose et dans ce ouais. cas-là, je suis désolée. Non, pas de souci. Alors, les accouchements à la maison, même s'ils restent possibles, ils ne représentent que 17% du nombre total d'accouchements, en tout cas en ce qui concerne les premières grossesses. Donc, en fait, la plupart des accouchements, ils se passent quand même à l'hôpital. Il y a eu des restrictions en fait pendant les pics de Covid, par exemple. Bien, les doulas ne pouvaient pas accéder à la salle d'accouchement et ne pouvaient pas accompagner les mamans et les mamans et les papas. Mais là, voilà, les limitations sont en train de se lever petit à petit. Donc voilà, je pense que voilà, il y aura plus bientôt, il y aura plus de limitations à ce niveau-là. Après, pour les masques et tout ça, je saurais pas trop te répondre. Non, mais après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Michel, par exemple, ou un témoignage sur peut-être l'évolution. Peut-être des personnes qui ont pu accoucher aux Pays-Bas il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être une évolution depuis, ce serait intéressant d'avoir éclairage.
Non, enfin, je trouve extrêmement utile ce que vous faites parce que ça n'existait certainement pas quand, à mon époque, il y a très longtemps, quand effectivement j'étais concernée. Et je crois que probablement, vraiment, j'aurais recours à cela. C'est vrai, c'est très précieux parce que, comme vous dites, bon, j'avais la chance de parler, de me débrouiller en néerlandais, mais néanmoins, on se sent assez désemparé et c'est formidable d'avoir comme ça il y a des informations qu'on n'aurait jamais autrement, de jouer le rôle de lien, de connecter, etc. Ça, non, vraiment, merci à mon avis. Enfin, je pense que ça doit répondre à un besoin absolument, peut-être encore plus évidemment chez la jeune maman pour un premier enfant et néerlandaise d'ailleurs aussi, je Oui, pense. tout à fait. Oui, oui, absolument. Et expatriée, alors d'autant plus si vous le faites dans plusieurs langues. Donc ça me semble être extrêmement, oui. Mais c'est très juste ce que vous disiez, effectivement. À mon époque, il y avait encore pas mal, c'était plus d'un tiers, je crois. Pas la moitié, mais plus d'un tiers des accouchements qui avaient lieu à la maison, alors que ça ne cesse en fait de baisser. Ouais. Oui, oui. Il y avait d'ailleurs aussi une très mauvaise, soyons honnêtes, réputation des Pays-Bas. Enfin, je veux dire, tout ce que vous avez, je trouve qu'il y a des tas de choses extrêmement positives. Le Kramzor, j'ai trouvé ça, c'était formidable, vraiment formidable. Et toutes mes amies en France, mais comment? Par contre, c'est vrai que les Pays-Bas ont pendant très longtemps eu la réputation d'une mortalité infantile qui était une des plus élevées en Europe. Et ça n'est plus. Bon, je crois qu'ils sont au 11e, 12e. Enfin, c'est pas terrible, mais enfin, ça va. Ils n'ont plus du tout. Oui, ils s'améliorent énormément. Ça baisse vraiment. Peut-être, alors évidemment, la corrélation. C'est un sujet quasiment politique. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait qu'il y a de moins en moins d'accouchements à la maison et par conséquent de moins en moins de mortalité infantile? Enfin, ça, on va laisser le débat parce que c'est très sérieux. Il y a pas mal de conditions maintenant pour pouvoir accoucher à la maison. Il faut vraiment tout que soit parfait. Et s'il y a ils commencent à avoir quelques problèmes à la maison, ils envoient directement à l'hôpital maintenant et prennent pas de risque. Mais bon. Et j'ai une question pour toi, Mathieu. C'était simple ensuite de déclarer la naissance auprès du consulat. Ça se fait de manière. Parce qu'en France, j'imagine, c'est quand même plus automatique qu'à l'étranger. Ça va, t'as pas dû te déplacer à la mairie. Pas à la mairie, à l'ambassade, au consulat. Mathieu, la question t'est posée à Mathieu. Ouais, Mathieu, la question t'est posée. Ouais. Donc ça c'est un des rôles du papa, c'est que tu vas à la mairie pour faire les papiers et pour le consulat. Ça se fait pas en ligne en fait. Par internet. T'es obligé forcément. C'est en ligne. Et dans mon cas, c'était pas clair sur le site du consulat parce que sur le site du consulat, ils mettent que pour être déclaré automatiquement papa, faut être marié. Parce qu'aux Pays-Bas, un registered partnership, c'est suffisant pour être automatiquement le père de l'enfant de la mère. Mais en France, ouais, c'est pas forcément reconnu. Mais donc, au final, en posant la question, ils m'ont dit que c'était automatique aussi. Donc, si tu as le papier de registered partnership. D'accord. C'est un peu une exception. Bon, non, pour le reste, heureusement, ça se fait en ligne. Ouais. Heureusement, tu as trouvé une solution qui t'a permis de. D'où une de nos propositions dans notre programme, faciliter la reconnaissance du PACS ou du Registered Partnership. Ouais. Non, après, pour le livret de famille, ça a pris aussi quelques mois, mais ouais, c'était non, mais dès que tu demandes le livret de famille, ils ont dit oui, donc c'est bon, mais ça va prendre quelques mois. Et en effet, ça passe par la. On va juste à la fin, mais il est mis à Nantes, je crois, par le ministère des Affaires étrangères. Ensuite, il va dans la ville de ta naissance. Il va à Amsterdam, au consulat général d'Amsterdam, et ensuite il est envoyé. Parce que je crois qu'aux Pays-Bas, il n'y a plus vraiment la double nationalité. Il n'y a pas une évolution. Non. Donc, pour la double nationalité, en fait, c'est si tu es néerlandais et que tu demandes tu acquiers une nationalité autre par mariage, je crois que tu perds ta nationalité néerlandaise. Mais tu peux ton enfant avoir a la double nationalité. Oui. D'accord, par contre, faut renouveler les passeports. Si ton enfant est français et n'a pas de nationalité néerlandaise et que tu dois attendre un certain temps pour avoir
une pièce d'identité, par exemple, si on en faire une, c'est un peu compliqué, quoi. D'accord. Non, bon, au final, c'est pas obligatoire d'avoir une pièce d'identité. Pour l'instant, en fait, on en a pas pour notre enfant. On a juste les livrets de famille. D'accord. Tu peux vivre, ouais. Et est-ce que votre plateforme va sur ce terrain-là ou ça va trop loin? Non, on non, va trop loin. on va trop loin. Non, mais disons que c'est peut-être Non. un accompagnement administratif. Non, alors c'est vraiment axé, c'est vraiment axé sur le bien-être en fait. En réalité, c'est le bien-être et l'accompagnement, la préparation des parents à la parentalité. Oui, c'est plus en amont que effectivement côté. Oui. Après, effectivement, donc il y a on n'en a pas tellement parlé, mais après l'accouchement, on a aussi toute une partie qui est dédiée donc à la phase de postpartum, donc comme son nom l'indique, le mois qui arrive juste après l'accouchement, où voilà, on propose une aide par exemple de conseillère en lactation, de coach du sommeil, d'aide pour des massages au bébé, ce genre de choses, mais ça reste toujours axé sur le bien-être de la maman, des parents et du bébé. C'est pas sur un aspect administratif ou de garde d'enfants ou d'autres services complémentaires comme des photographes ou ce genre de choses. C'est vraiment bien-être. Et pour assurer aussi, Pardon. Ouais, non, c'est vraiment utile. Nous, on a eu recours à la conseillère en lactation. Donc, on avait eu un cours de groupe sur l'allaitement. Après, donc, on a les contacts. Et après la grossesse, pendant le Cramsor, on a quand même contacté la conseillère en lactation et de conseils si ça te fait mal, etc. Comment faut faire et comment augmenter la quantité de lait, par exemple. Et c'est très utile. Alors, je voulais juste ajouter un petit mot parce qu'on n'en a pas parlé. Mais justement, après l'accouchement, on se demande aussi comment ça se passe pour le suivi du bébé. Et ça, c'est aussi une particularité des Pays-Bas, c'est que en fait, le suivi du bébé et de la maman, enfin, le suivi du bébé est assuré par les services de santé municipaux. Ça s'appelle la RRD. Et en fait, on est invité, alors dès que le bébé est né et déclaré, en fait, donc il est rentré dans le système et on reçoit des invitations périodiques pour des rendez-vous donc au bureau de la RRD de son quartier, en fait, de sa ville. Et c'est là, en fait, qu'il s'assure que tout se passe bien pour le bébé, que son développement se passe bien. Ils aident les parents s'ils ont des questions sur comment s'occuper de leur bébé. Ils s'occupent de les peser, de les mesurer. Ça va jusqu'aux 4 ans de l'enfant et ils s'occupent aussi de tous les vaccins. Donc, c'est eux qui suivent, qui s'assurent que les vaccins des enfants sont à jour. Et on peut aussi les contacter par téléphone, si on a des questions. Après, ce sont des réponses assez basiques. C'est pour ça que quand on veut avoir un soutien un peu plus complet, on peut faire appel directement à des professionnels qui peuvent apporter encore davantage de réponses. Mais c'est quand même assez pratique parce que en fait, c'est pareil, ça concerne tout le monde ou c'est pareil pour tout le monde. On suit le programme. Mais aussi l'existence de dépression postnatale, de permettre aux mamans qui sont dans cette situation-là de savoir qu'elles ne sont pas les seules, que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quelque chose qui arrive à beaucoup. Ça peut être rassurant. Absolument. Et d'ailleurs, donc on a fait un petit tour rapide des types de services offerts par des professionnels pour tout cet accompagnement à la parentalité, de la grossesse à la phase postpartum mais aux premières années. Mais alors, il y a aussi d'autres initiatives qui sont très belles, et notamment ici à Amsterdam. Je suis contente d'en parler parce que j'adore ce projet. C'est un projet qui est porté par 2 Françaises, en fait, et qui s'appelle Le Village. Donc, c'est une association qui regroupe des bénévoles et qui fonctionne sur un système de marrainage. Donc, en fait, les marraines sont des mamans bénévoles qui, en fait, s'occupent qui sont mises en relation avec des nouvelles mamans, et avec lesquelles, pendant un mois, elles vont avoir des rendez-vous hebdomadaires pour assurer, pour discuter, pour partager des conseils et pour assurer surtout un soutien émotionnel, en fait. Je trouve que c'est une très belle initiative. Plus on est entouré, mieux c'est
quand on est un nouveau parent. Et qui s'adresse exclusivement, effectivement, à la communauté française d'Amsterdam. Ah, d'accord. Oui. Tout à fait. Alors, c'est tout nouveau aussi, ça vient de se lancer. Oui, c'est intéressant. Et le nom, c'était Le Village? Le Village, oui. Ah, d'accord, pour l'idée de... Parce qu'il faut un village pour, pour élever un enfant. Pour élever un enfant. Fameuse expression. Okay. Et une question, Carole. Quand on est française, qu'on ne vient pas forcément du monde de l'entrepreneuriat, qu'on se lance aux Pays-Bas pour lancer une plateforme, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est plus facile qu'en France, même si je sais que tu n'as pas forcément eu l'expérience en France, mais est-ce que tu peux partager un peu les difficultés que tu as rencontrées, les facilités aussi potentiellement que vous avez rencontrées avec Maud? Alors les facilités, la création de l'entreprise, le rendez-vous avec la chambre de commerce, c'était vraiment très très simple. On a pu parler en anglais, les formalités étaient faciles. L'obtention de son numéro d'enregistrement, de la TVA, etc., c'est assez simple. Après, tout dépend de la forme légale de la société que tu veux créer, en fait. Voilà, il y a des formes qui sont beaucoup plus simples. Nous, on a commencé avec une VOF. Alors, je ne saurais pas dire l'acronyme, la signification de l'acronyme, ce qui est un peu compliqué, mais qui est en fait comme une association de deux auto-entrepreneurs. Donc, c'est un statut qui est très léger, même administrativement et au niveau de la comptabilité. Mais on va très bientôt migrer vers le statut de BV, en fait, qui est l'équivalent en France d'une SARL ou d'une SAS, et qui demande un peu plus de travail au niveau de l'administration et de la comptabilité. Mais globalement, je dirais que ça a été assez simple. Alors, c'est une opinion très, très personnelle, mais je trouve qu'ici, on encourage quand même beaucoup l'entrepreneuriat, les gens qui ont des idées, qui veulent se lancer, qui veulent lancer leur propre affaire. C'est un sentiment, alors je le dis encore, c'est vraiment personnel, mais on a eu beaucoup d'encouragement. Ouais, très bien. Même en tant que Française, ne parlant pas la langue, c'était vraiment un bon... Ça nous a bien encouragés. Je pense que c'est important. Et Ine est certainement ravie d'entendre ça. Il y a quelque chose que vous voudriez rajouter, Carole? Alors non, je pense que j'ai fait le tour. Bon, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre, mais non, je pense que je vous ai tout dit. J'ai une question, c'est pas forcément lié à la plateforme, mais c'est pour revenir sur l'accouchement. Alors, j'ai pas d'enfant, on n'est pas encore passé par le process et compagnie. Mais via des amis, j'ai entendu dire que c'était très difficile d'avoir la péridurale aux Pays-Bas. Oui. Qu'ils avaient été très explicites dès le début qu'elles voulaient la péridurale et que au final elles l'ont pas eu, quoi. Je voulais savoir si c'était quelque chose d'assez commun ou si c'est vraiment 3 cas spéciaux. Non, alors moi j'ai eu aussi oui ce retour-là. Alors moi je l'avais demandé et je l'ai pas eu parce que il était trop tard et mon travail était trop avancé. J'ai aussi eu des retours de personnes qui l'ont pas eu parce qu'ils ont accouché au milieu de la nuit et que l'anesthésiste n'était pas là. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui revient assez souvent. C'est peut-être une histoire de sous, c'est peut-être, je sais pas, j'ai pas vraiment la réponse. Mais c'est vrai que ça arrive souvent. Il y a une particularité aux Pays-Bas, en revanche, un peu dans le même thème, mais pas tout à fait, c'est qu'on ne peut pas faire de césarienne de confort. Une chose qu'on peut, par exemple, faire aux États-Unis, on peut très bien programmer. Oui. Non, je voulais juste réagir à ça parce que ma femme a une péridurale. J'ai pas eu le sentiment que c'était impossible, mais j'imagine qu'il y a peut-être une raison médicale aussi derrière qui donne pas forcément automatiquement la péridurale dans le sens où ça ralentit les contractions. Donc mais pour la césarienne de confort, je pense pour le premier enfant c'est pas possible, mais pour le deuxième enfant,
C'est possible. J'ai un collègue qui a eu ça. Ah oui, c'est Le vrai. premier accouchement avait duré 1 jour et demi, 2 jours. Et donc pour le deuxième, donc c'était un accouchement compliqué. Pour le deuxième, il pouvait planifier. Et donc il avait prévu l'accouchement à 39 semaines, donc juste avant. Il avait la date 1 mois avant, c'était césarienne. Donc c'est quand même. Oui, c'est ça en Ouais. fait. C'est possible s'il y a des antécédents médicaux ou une situation particulière qui pourrait justifier que la maman pourrait avoir besoin d'une césarienne. Mais en réalité, oui, on ne peut pas planifier une césarienne s'il n'y a pas de raison médicale particulière sous-jacente en fait. Pour le confort du médecin. Exactement. Oui. Merci beaucoup. Bien, merci à vous en tout cas de m'avoir convié pour cet échange. Moi, je suis ravie. C'est pas forcément simple. Non, merci beaucoup. Merci. En plus, vous étiez seul, etc. on vous a fait un petit peu changer votre programme. Donc, merci beaucoup, Fatima. Ok, au revoir. Non, merci, Carole. Avec grand plaisir, vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec vous. C'est une super bonne idée, Fatima, c'était hyper intéressant. Absolument, merci. Et puis, si vous voulez, voilà. On a tous votre nom, donc si vous voulez en savoir plus sur cette fameuse plateforme, n'hésitez pas à me contacter. Oui. Ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marie-Christine, peut-être un dernier mot. Juste parler avec Thomas 2 secondes. Merci à tous. Merci Carole, merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. Merci Carole. Au revoir. Merci. Super, merci. Ouais, en co-animatrice, comme ça.